Bonjour à toutes et à tous. Je suis Baptiste Venel, le directeur du département LSO. Vous avez peut-être déjà aperçu mon visage ce matin lors de la conférence dédiée à l'ensemble des parcours du département LSO. Et donc, cette conférence est bien dédiée au parcours Madrid. Et simplement, voilà, je vais vous faire une petite présentation assez rapide de ce qu'est le parcours Madrid. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un certain nombre à la fois le responsable pédagogique du parcours à Madrid, Juan Raposo, qui est avec nous en ligne et qui pourra, le cas échéant, répondre à vos questions. Et puis Ambre, qui est Student Ambassador du programme à Madrid, ainsi qu'Audrey Beignet, normalement, qui est la responsable, l'assistante de formation du programme à Madrid. Voilà, je vais prendre peut-être une petite dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour vous présenter le programme en tant que tel. Évidemment, Juan, si tu le souhaites, tu peux tout à fait compléter mes propos. Et puis ensuite, on aura une séance de questions et réponses auxquelles principalement Juan et Ambre, éventuellement Audrey également, répondront. Ce que je vous demande simplement pour que les choses fonctionnent bien, si vous souhaitez prendre la parole, donc à l'issue de la présentation pour poser une question, sur Teams, vous avez une chose très simple à faire, c'est simplement lever la main. Et dans la mesure où l'ordre apparaîtra, et ce sera le cas, je me permettrai de vous donner la parole et de proposer soit à Juan, soit à Audrey, soit à Ambre de répondre aux questions qui se poseront. Voilà, je vous propose de faire les choses ainsi. Ce que je vais faire, vous allez voir, c'est magique, c'est que je vais partager mon écran avec vous. Et donc, normalement, voilà, si quelqu'un a la gentillesse de me dire si effectivement cette présentation apparaît bien sur l'écran, eh bien Oui, je vais c'est bon, commencer. Baptiste. OK, donc je vais commencer la présentation. Donc l'idée, hein, c'est de vous donner un aperçu un peu général de ce qu'est le programme Madrid, et puis évidemment après de prendre le temps nécessaire, puisque je pense que je ne prendrai pas énormément de temps pour vous présenter le programme, de façon à répondre à vos questions. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis Baptiste Venel, le directeur du département, et le nom de Juan apparaît puisque, effectivement, Juan Raposo est le responsable pédagogique du parcours à Paris. Il a évidemment son équivalent en tant que responsable pédagogique du parcours à l'université Carlos III à Madrid. Voilà, je vous présente le cursus. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais l'idée, c'est évidemment que ce programme est opéré en collaboration avec donc l'UC 3e à Madrid, voilà, sur son campus. Donc, c'est 2 années qui se passent absolument là-bas, à Madrid. Un accord que nous avons avec cette université qui est une excellente université espagnole. Pour présenter un peu les choses, le parcours Madrid se fait en 2 ans, c'est-à-dire qu'on y passe la première et la deuxième année, ce qu'on appelle la L1 et la L2, j'en ai parlé ce matin, et que ces 2 années se passent à Madrid. J'insiste bien, il faudrait que vous coupiez, s'il vous plaît, pouvez-vous couper vos micros, parce que j'ai un retour, et évidemment, vous rétablirez vos micros quand vous aurez, si vous souhaitez poser une question. Merci. Les 2 années, les deux années L1 et L2 se passent intégralement à Madrid, hein, et évidemment, mais on en parlera après, vous pouvez, vous aurez la possibilité de rentrer à Paris pour faire votre troisième année, et puis les masters qui suivront. Voilà. Alors, ce qui est très très important, c'est que c'est vraiment un parcours bilingue. Je vais y revenir dans quelques instants, mais vous voyez, les matières sont enseignées pour 50% en anglais et pour 50% en espagnol. Et je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect, mais c'est très important. Le niveau de langue, évidemment, est très important et vous verrez, j'y reviendrai tout à l'heure. Le socle de ce parcours est absolument identique à celui que vous trouvez à Paris, c'est-à-dire plus précisément au cursus général de Paris. Pour ceux qui n'ont pas assisté à la conférence ce matin, les 2 premières années sont pluridisciplinaires. Euh, et dans ces 2 premières années, on aborde principalement quatre grandes disciplines: l'économie, la gestion, les sciences sociales et le droit, accompagnés d'un certain nombre d'autres cours, mathématiques, informatique, voilà, évidemment des cours de langue. Et j'insiste bien sur le fait que voilà, le
le parcours de Madrid est rigoureusement identique, mais vraiment à très très peu de différence près avec ce que vous suivez à Paris. Donc suivre Paris ou Madrid, en fait, le contenu est le même. Voilà. Et comme je vous le disais, euh, on a effectivement des gens qui postulent, par exemple, sur le parcours, sur Parcoursup, par exemple, sur le parcours de Paris et sur le parcours de Madrid, parce qu'ils tiennent en compte le fait que effectivement les programmes sont identiques. Alors pour cette année 2025-2026, vous voyez ça sur mon écran, on a 67 étudiantes et étudiants sur le campus de Madrid. Voilà, avec une répartition entre les premières et les deuxièmes années. Alors, l'organisation des études. Donc là aussi, ça suit l'équivalent du calendrier à Paris. Voilà. Vous commencez à la mi-septembre et vous finissez à la mi-mai, avec peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, évidemment, des sessions d'examen, etc., mais qui, c'est pareil, sont identiques à celles de Paris. Vous avez à peu près 21 heures de cours en moyenne par semaine. Alors attention, j'insiste bien sur ce point parce que c'est important. Ça, c'est le nombre d'heures de cours, mais attention, derrière chaque heure de cours, il y a évidemment du travail à faire soi-même. Et vous pouvez compter à peu près 1 heure à 1 h 30 de travail personnel, en fait, pour chaque heure de cours que vous aurez sur le campus. Chacun des 2 semestres est réparti en 12 semaines de cours, voilà. Et important aussi, puisqu'on est très soucieux du fait que nos étudiantes et nos étudiants puissent assez rapidement découvrir le milieu professionnel. Vous avez 4 semaines d'expérience professionnelle à, à effectuer en fait entre votre L1 et votre L2, et même si c'est comptabilisé dans votre année de L2. Et puis, si vous continuez, mais j'en parlerai tout à l'heure, dans la mention gestion à Paris, vous aurez 4 semaines supplémentaires de stage à faire dans la mention gestion. Alors, je vous parlais de cet aspect pluridisciplinaire en insistant notamment sur les 4 disciplines, économie, gestion, sciences sociales et droit. Vous retrouvez évidemment ces grandes disciplines dans la liste des cours qui apparaissent voilà, dans ce petit tableau. Donc, vous voyez, par exemple, en économie, macroéconomie, microéconomie, ces cours, pardon, ne sont pas répartis par année, hein. C'est l'ensemble des choses que vous allez voir sur l'ensemble des 2 années, sachant que effectivement, il n'y a pas systématiquement, typiquement, par exemple, un cours de mathématiques et statistiques chaque année, hein. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment, en fait, ces cours, finalement, correspondent bien aux 4 disciplines dont je vous parlais. Et puis vous avez à côté ce qu'on appelle des disciplines support, mais ce qui n'est absolument pas péjoratif, comme les mathématiques, les statistiques, l'informatique. Vous avez évidemment des cours de langue, anglais, espagnol, et puis vous avez en fait une manière de vous préparer, vous en tant qu'étudiante et étudiant, à votre future entrée sur le marché de l'emploi. On vous fait ce qu'on appelle des cours de soft skills. C'est-à-dire, en fait, on vous apprend, on vous donne des clés pour travailler en groupe, pour vous insérer dans le milieu professionnel, sachant que tout ça, évidemment, est complété par les stages dont je vous parlais auparavant. En termes de poursuite d'études, puisque j'espère que voilà, vous avez retenu que les 2 premières années se passent à Madrid et puis que après, évidemment, vous quittez Madrid, hein, puisque on ne va pas au-delà des 2 premières années. Donc vous avez un certain nombre de mentions qui vous sont ouvertes de droit, et j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que vous rentrez de Madrid, vous avez validé votre première et votre deuxième année. Et bien à partir de ce moment-là, vous pouvez prétendre à 3 mentions, on appelle ça des mentions, disons des L3. La première mention, c'est la gestion. Alors en gestion, vous avez 2 parcours en fait qui existent en gestion. Le deuxième va s'ouvrir en septembre 2026. Donc un parcours, on appelle ça en formation initiale. Vous suivez des cours tout au long des 2 semestres. Voilà, en français pour le parcours management et gestion des organisations. Et puis un parcours qui s'appelle International Management, dont je vous parlais à l'instant, totalement en anglais, voilà, qui va ouvrir à partir de septembre 2026 et qui permettra de passer son année entière à avoir des cours en anglais. Mais je vous expliquerai peut-être davantage, si vous avez des questions, comment ça se passera.
puisqu'on a énormément d'étudiants qui partent en mobilité un semestre, au premier ou second semestre, dans un pays anglophone ou non d'ailleurs, et avec des cours en anglais, et c'est une manière de leur proposer une formation tout au long de l'année en L3 en anglais. Et puis vous avez 4 filières sélectives, dont 2 qui sont en apprentissage. Donc le même parcours management et gestion des organisations, toujours en français, mais en apprentissage. Pourquoi c'est sélectif? Parce qu'il y a à peu près une trentaine d'étudiants dans ce parcours-là. Et là, il y a des entretiens à passer, parce qu'évidemment, je pense que chacun sait que être voilà, une partie de son temps en entreprise, une partie de son temps sur les bancs de l'université, ça demande voilà, pas mal de qualité. Donc d'où ces entretiens qui sont menés pour déterminer qui peut prétendre à intégrer ce parcours en apprentissage. De la même manière, vous avez le magistère des sciences de gestion qui est en apprentissage, qui est un programme qui débute en L3 et qui continue en première année de master, puis en deuxième année de master. Et puis toujours dans la mention gestion, 2 autres parcours sélectifs. Un parcours qui s'appelle comptabilité, contrôle, audit. Je pense que c'est peut-être assez explicite, hein, les termes employés. Et puis un parcours qui s'appelle gestion de patrimoine. Là, c'est peut-être un peu plus flou pour vous, mais c'est notamment, je dis bien notamment, la question de la gestion des grandes fortunes ou ce genre de choses dans les établissements bancaires. Donc ça, c'est pour la première mention. La deuxième mention, c'est ce qu'on appelle la mention économie appliquée, dans laquelle vous avez 3 parcours. Donc un parcours économie internationale et développement, là aussi je pense que la formulation est assez explicite. Un parcours économie ingénierie financière, donc comme vous le comprenez, vraiment très très centré sur la finance, mais pas uniquement, hein. Il y a des cours en commun évidemment avec le parcours économie internationale et développement. Et puis la première année du magistère banque, finance, assurance, qui là est un parcours sélectif, donc là encore des entretiens à passer, etc., etc. Et qui, comme le magistère de gestion dont je viens de vous parler, n'est pas en apprentissage, hein, mais va s'étaler sur 3 ans. Première année en L3, deuxième année en Master 1 et troisième année en Master 2. Voilà. Et puis vous avez une troisième et dernière mention qui est accessible après ces 2 années, ces 2 premières années passées à Madrid, la mention sciences sociales. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt une dominante sociologie, sciences politiques, mais pas que. Donc vous avez 3 parcours à l'intérieur, un parcours action publique qui va déboucher sur des masters autour précisément des politiques publiques ou ce genre de choses. Un deuxième parcours qui s'appelle sociologie et sciences politiques. Et un troisième parcours un peu hybride qui s'appelle économie. Voilà, donc ça c'est, si je puis dire, les débouchés naturels, hein, lorsque vous avez passé 2 années à Madrid, que vous rentrez à Paris, voilà, vous avez ces possibilités en termes d'intégration à une mention. J'insiste quand même sur, si vous avez assisté à la conférence de ce matin, vous ne pouvez pas intégrer la mention droit, puisque la mention de droit nécessite de passer par le cursus juridique, et ce cursus juridique n'est présent qu'à Paris. Voilà. Après, en troisième année de licence, c'est comme je vous le disais, hein, donc vous rentrez à Paris, mais vous avez évidemment une possibilité de continuer à vous parcourir le monde et à vous promener un petit peu. Donc voilà, je pense que après avoir passé 2 années à Madrid, ça peut vous intéresser de passer un semestre, par exemple, à l'étranger. En général, nos étudiants passent notamment en L3 management et gestion des organisations, mais aussi en économie appliquée, passent en général un semestre à l'étranger. Donc, vous avez tout ce qui relève de la mobilité simple en Europe avec nos partenaires. On a énormément de partenaires de par le monde et évidemment, en contrepartie, nous accueillons aussi leurs étudiants. Donc voilà. Vous avez des semestres délocalisés puisque peut-être que vous savez que nous avons également un campus à Londres. Et donc, il y a la possibilité d'aller passer un semestre à Londres quand on rentre à Paris en L3, MGO et économie ingénierie financière. Si vous vous souvenez bien, c'est le deuxième parcours d'économie appliquée. Nous avons un double diplôme avec l'Université Autónoma de Madrid. Donc là, comme son nom l'indique, c'est double diplômant. Mais si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires, je pense que Juan y répondra bien volontiers. Et puis enfin, nous avons un programme délocalisé tout nouveau qui vous permet d'aller passer un semestre au Baruch College à New York, toujours dans le parcours économie et ingénierie financière. Voilà, ça c'est pour le fait de continuer et comment se déroule votre L3 quand vous rentrez à Paris. Alors,
L'engagement, encore une fois, sur la licence Madrid sur les 2 premières années, c'est vraiment un engagement sur 2 ans. Donc, je voudrais que les choses soient extrêmement claires. Vous aurez la possibilité, je vais en parler dans quelques instants, de postuler sur différents parcours de l'Université Paris-Dauphine PSL, dont Madrid, Paris, etc. Mais si vous êtes admise ou admis à Madrid et que vous choisissez Madrid, vous restez 2 années à Madrid. Sauf cas absolument exceptionnel et ce qui n'arrive quasiment jamais, vous vous engagez sur 2 ans, hein. Et c'est la même chose pour Londres et c'est la même chose, par exemple, pour le double diplôme avec Francfort, hein. Donc, faites très attention. Si vous acceptez Madrid, bah, ça veut dire que vous vous engagez, sauf vraiment cas exceptionnel, à rester à Madrid pendant ces 2 premières années. Pour vous donner aussi une idée du tarif, donc voilà, vous le voyez, je pense, sur l'écran, 8 897 € par an, sachant que les boursiers du Crous sont exonérés, hein, évidemment. Donc c'est le tarif pour avoir la possibilité de suivre ce parcours, sachant que bah, c'est quand même une chance dans la mesure où vous allez avoir la possibilité de passer 2 années de votre vie à l'étranger. Peut-être d'ailleurs êtes-vous déjà présent, enfin, vous habitez peut-être déjà en Espagne, pourquoi pas à Madrid? Bah voilà, c'est une manière de continuer à poursuivre vos études ou alors de découvrir un nouvel environnement, en l'occurrence l'environnement espagnol et Madrid, pourquoi pas en particulier. Voilà. J'ajoute que ces tarifs voilà, sont fixes, hein, encore une fois, sauf en ce qui concerne évidemment les boursiers du Crous qui sont exonérés de ces frais d'inscription. Alors, comment vous candidatez? J'ai bientôt fini. Je pense que vous avez entendu dire que Parcoursup venait d'ouvrir. Voilà, donc vous allez formuler vos vœux sur Parcoursup. J'insiste sur un point important. Encore une fois, quand vous candidatez sur Université Paris-Dauphine PSL, en fait, vous avez le choix sur un certain nombre de parcours, et en particulier, c'est un vœu, hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez choisir de postuler sur Paris Classique, de postuler sur Francfort, de postuler sur Londres. Il y a des commissions d'examen des vœux qui vont examiner vos dossiers et donc des commissions d'examen des vœux qui sont particulières à chacun des parcours, mais ça compte pas pour un vœu à chaque fois. D'accord? En fait, les seules choses, si je vais être un peu précis avec vous, qui vont nécessiter un vœu supplémentaire, c'est si vous postulez dans le département mathématiques et informatique, toujours à Dauphine, qui s'appelle MIDO, ou si vous postulez sur la double licence intelligence artificielle et sciences des organisations. Mais par contre, comme je vous le disais, hein, que vous postuliez pour Paris, Madrid, même si vous postulez sur Paris et Madrid, en fait, c'est un seul vœu. Voilà. Mais encore une fois, hein, bah, vous pouvez par exemple être admis à Paris et Madrid, il faut faire un choix, et ce choix vous engage évidemment sur 2 ans, comme je vous l'ai précisé. Alors évidemment, par rapport au langage dans lequel les cours vous sont dispensés, bah, vous comprenez bien que des cours en anglais et en espagnol, ça nécessite évidemment d'avoir un niveau suffisamment élevé pour ne pas se mettre dans une difficulté par rapport à la compréhension des cours. Et donc, évidemment, ce qui est recommandé, c'est un niveau B2+. Alors, il peut y avoir un petit temps d'adaptation, surtout si, par exemple, vous ne vivez pas en Espagne, voilà, depuis longtemps. Mais l'idée, hein, c'est ne pas vous mettre en difficulté. Et j'insiste vraiment, je vais y revenir sur les tests de langue, mais c'est extrêmement important que vous ne vous mettiez pas en difficulté par rapport à ça, parce que, comme je vous l'ai dit, vous vous engagez sur 2 ans, d'accord? Et il est hors de question de dire que, par exemple, bah, vous aviez surestimé votre niveau d'espagnol, qu'on vérifiera de toute façon quoi qu'il arrive, et donc en demandant le rapatriement à Paris. Donc vraiment, que les choses soient claires entre nous, c'est très transparent, hein. On demande vraiment un niveau qui vous permette de suivre des études dans de bonnes conditions. Et puis évidemment, nous avons beaucoup d'intérêt pour les étudiants et les élèves qui sortent de section internationale ou d'un bac international. Comme je vous l'ai dit, il y a une commission d'examen des vœux qui examine chacun de vos dossiers et qui va vous proposer de vous admettre si le dossier paraît pertinent par rapport au profil que nous recherchons. Voilà. Alors, il y a une petite nouveauté sur Parcoursup cette année, je pense que vous le savez. En fait, ça se fait en 2 temps, hein. Je parlais des langues, ça c'est très très important de votre niveau de langue.
Donc, on va évidemment, oui, une petite information supplémentaire. La commission d'examen des vœux va tenir compte de toutes vos notes, en fait, de première et de terminale. Donc, il y a des légendes qui circulent, disant par exemple que seules les maths nous intéressent ou ce genre de choses. Absolument pas. On regarde tout ce que vous avez fait, y compris les épreuves anticipées du baccalauréat en français. On regarde ce qu'il y a sur votre fiche à venir. On lit votre lettre de motivation et on essaye, voilà, de se faire une idée de votre profil de candidature. Donc ça, et ça, c'est le même type de processus que vous avez, que vous choisissiez Paris ou Madrid. Simplement, comme je vous le disais, hein, les commissions d'examen des vœux sont distinctes et on peut avoir, par exemple, un niveau d'exigence en espagnol, vous le comprenez bien, plus important par rapport au fait d'être admis à Madrid que par rapport au fait d'être admis à Paris. Mais globalement, hein, quel que soit le parcours, on va regarder l'ensemble des notes dont je vous parlais, plus la fiche à venir, etc. Donc, je vous parlais de petites nouveautés dans Parcoursup. En fait, vous allez devoir attester d'un niveau, hein, il y a un formulaire déclaratif, vous devez compléter ça sur Parcoursup, en disant, bah voilà, j'ai tel niveau en espagnol, j'ai tel niveau en anglais. D'accord? Simplement, vous comprenez bien que là, on est au niveau de la déclaration. Voilà. Simplement, nous, si vous êtes admis, lorsque on va, avant de procéder à votre inscription administrative et pédagogique, on va bien vérifier que ce que vous avez déclaré, c'est la vérité. Donc, on va vous demander de fournir les attestations de tests. Donc, vous voyez, par exemple, pour l'anglais, c'est pas tellement étonnant, c'est le TOEFL, etc., etc. Et puis pour l'espagnol, de la même manière, hein, on va vous demander une manière de montrer qu'effectivement, donc on vous met par exemple l'attestation de niveau établi par l'enseignement d'espagnol sur papier en tête, tamponné du cachet de l'établissement. Nous, on a besoin de vérifier que, au-delà de la déclaration que vous avez faite, ce que vous avez dit est la vérité. Et encore une fois, c'est pas pour faire une enquête de police, c'est pour éviter de vous mettre dans une situation où vous pourriez nous dire, bah non, je suis dans l'incapacité de suivre des cours en anglais ou en espagnol. Et puis, pour les bacheliers antérieurs, puisque je pense que vous savez qu'à Dauphine, on n'admet pas que des bacheliers de l'année, il y a des gens qui sont en réorientation, bah, on va également tenir compte d'un certain nombre de choses, de toutes les informations, notamment de vos notes de baccalauréat, etc. Et de la même manière, on va vérifier votre niveau de langue. Et évidemment, je pense que vous savez aussi, puisque ce n'est pas uniquement pour Dauphine, les résultats sont publiés à partir du 2 juin 2026. Alors, très important pour vous donner quand même un peu plus d'informations. Donc, voilà, on a évidemment notre référence, c'est le baccalauréat général. On admet aussi des étudiants internationaux, voilà, qui peuvent être évalués avec des critères différents. Mais voilà, on est tout à fait à même de se faire une idée de la qualité des candidatures des étudiants internationaux. Évidemment, je pense que ça, c'est de notoriété publique. On vous recommande très fortement d'avoir suivi la spécialité mathématiques en première. Et de la même manière, on vous recommande très fortement de suivre la spécialité mathématiques en terminale. Et de façon à ce que les choses soient très claires, un certain nombre d'entre vous ont pu abandonner officiellement la spécialité mathématiques en terminale, mais suivre l'option mathématiques complémentaires. Dans ce cas-là, pas de panique. Évidemment, on ira regarder ce que vous avez fait et les notes que vous avez obtenues en maths comp par rapport à la spécialité mathématiques. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire une sélection par les maths, mais je suis passé un peu rapidement, mais dans le détail des matières qui vous sont proposées, on voit bien, notamment en économie, qu'on va devoir faire appel à des compétences mathématiques et ne pas avoir ces compétences mathématiques, c'est vous mettre dans une difficulté et puis en fait vous mettre dans une situation où vous pourriez soit stresser, soit être voilà, en situation d'échec. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Parce que c'est toujours la question sempiternelle. Évidemment, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que vous devez avoir un bon dossier académique en première et terminale, y compris dans les notes de français. On est aussi très sensible aux paires de spécialités que vous avez choisies en terminale, même si dans les faits, hein, même si on ne discrimine pas, mais même si dans les faits, beaucoup de nos étudiants
En fait, en terminale, souvent, je dis souvent, hein, c'est pas obligatoire, mais font la spécialité maths et souvent la spécialité sciences économiques et sociales. Et encore une fois, on tient compte de toutes vos notes. Parce que on cherche des profils équilibrés. Je vous ai dit que la formation était pluridisciplinaire et donc évidemment, ça a du sens de tenir compte de l'ensemble des matières que vous avez suivies dans votre cursus au lycée. Voilà, j'en ai fini. Je vais départager mon écran. Voilà, donc normalement, vous me voyez à nouveau et plus mes transparents. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est si vous souhaitez poser des questions, de lever la main, comme je vous l'ai demandé, s'il vous plaît, et puis de poser vos questions. Et puis, d'autres personnes choisiront probablement, et j'en vois déjà, de poser des questions dans le fil de conversation. Et à ce moment-là, puisque vous n'entendrez pas, vous ne pourrez pas entendre les questions qui sont posées, eh bien, je ferai la lecture de ces questions et je laisserai mes collègues répondre. Voilà, donc on va peut-être commencer par Enzo, qui est le premier à avoir pris la main. Donc je vous en prie, Enzo, vous pouvez brancher votre micro et poser votre question. Bonjour, merci beaucoup. Euh, Vu que la scolarité à Madrid se passe quand même dans le cadre de l'université Dauphine, est-ce que vous proposez des logements sur place ou est-ce que vous avez des partenariats avec peut-être des résidences étudiantes ou des propriétaires? Et est-ce que le prix du logement est compris dans les 8 800 euros par an ou c'est à prévoir à part? Et j'ai une deuxième question. Pour les langues, vu que le parcours est à Madrid, on doit justifier un niveau d'espagnol, certes, mais est-ce qu'on doit aussi justifier un niveau d'anglais, malgré le fait que les cours soient, je suppose, en français et Non. espagnol? Alors, je vais répondre à la deuxième question, mais après, Juan ou Ambre, hein, vous pourrez répondre l'un ou l'autre. Je vous ai dit qu'en fait, il y a à peu près 50% des cours en anglais et 50% des cours en espagnol. Ça explique pourquoi vous devez aussi avoir un bon niveau en anglais. Voilà, je laisse soit Ambre, soit Juan répondre sur Non, votre mais première question. oui, merci Baptiste. Je vais répondre. Donc, je suis Juan Raposo. Je suis désolé pour pas mettre ma vidéo, mais j'ai pas beaucoup de connexion. Oui, comme disait Baptiste Venet, les cours sont principalement en anglais et en espagnol. C'est un parcours bilingue, mais avec très 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 peu de français, hein. Il y a peut-être à la rigueur un cours en français, sinon tout le reste est en espagnol et est en anglais. Donc c'est pour ça qu'on exige un niveau B2 dans ces deux langues. Okay, donc, il n'y a pas d'importance, puisqu'il y avait une question sur le chat sur est-ce que c'est LV1, LV2 et ainsi de Mm. suite, ou LV3, ou peu importe. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau, qu'il soit B2 dans ces deux langues. Ensuite, concernant le logement, les frais, etc., là, les frais, c'est les frais de scolarité. Mm. L'hébergement n'est pas inclus. C'est à vous, on va dire, de vous débrouiller. Donc, il y a plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez même loger, et puis ça, Audrey Beignet, qui est la responsable euh, administrative au sein de l'UC3M, pourra vous confirmer. Vous avez la possibilité et Ambre aussi, hein, je ne sais pas où habite Ambre actuellement à Madrid, mais de vivre sur le campus. Sinon, de vivre dans la ville où est l'université ou à Madrid, parce que l'université est distante d'une vingtaine de minutes de Madrid, la capitale. Donc voilà, là, il y a plusieurs moyens. Il y a beaucoup de bouche à oreille, des informations qui sont transmises par d'anciens avec qui vous pouvez prendre contact ou par rapport à l'université Carlos III. Je ne sais pas si Ambre ou Audrey, vous voulez compléter les informations que je viens de donner par rapport à ça? Oui, donc, allez-y, hein. Allez-y. Merci. Donc par rapport au logement, cette année, dans les L1, il y en a pas mal qui vivent à Retafe, donc ils sont plus proches du campus. Et après, il y en a à peu près un tiers de la classe qui vit sur Madrid, dont personnellement je vis à Madrid. Bah, finalement, les deux ont des avantages parce que d'un côté, soit on est plus proche de Retafe, donc c'est plus pratique pour tous les jours, soit après, si on est à Madrid, on a plus la vie madrilène, etc. Et après, pour aller tous les jours sur le campus de Retafe, ce n'est pas non plus très long. On met environ entre 15 et 30 minutes de transport en commun pour arriver à Retafe, donc c'est pas très compliqué.
Merci Ambre. Audrey, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, excusez-moi, je mets mon micro. Oui, alors ce qu'on fait aussi quand un étudiant est admis dans le programme, c'est que il reçoit un guide avec des informations au sujet des logements. Donc effectivement, on n'a pas de logement prévu pour chaque étudiant, mais on a, si vous voulez, une liste de comment chercher un logement, vous aider à chercher un logement. Il y a aussi des logements directement sur le campus de la UC 3e. Vous avez un lien pour faire la demande si vous préférez être sur un campus universitaire. Et il y a des entreprises externes également. Ce qui fonctionne beaucoup, j'imagine que Ambre en a fait l'usage, c'est que les anciens étudiants peuvent prendre contact avec vous sur les groupes Facebook. Et du coup, des colocations sont proposées en fait entre les anciens étudiants, les nouveaux, etc. Donc, ça vous aide pas mal aussi. Merci Audrey. On va Je t'en passer à prie. la question d'Afsa. Excusez-moi, juste rapidement, mais le coût du logement, c'est en moyenne à combien il faut prévoir en moyenne? Ambre, est-ce que vous voulez... Mais ça dépend, chacun, on a un peu tous des coûts différents. Ça peut aller mais ceux qui sont en coloc, forcément, ça va être moins cher. Ils payent peut-être 500 euros, 700. On peut franchement trouver un peu de tout par rapport à nos moyens. Ça, c'est pas un problème. Franchement, on peut avoir D'accord. de tout. Plus vous Ok. serez dans le centre, bien entendu, plus le coût sera élevé. Donc, à voir aussi en fonction de votre budget. J'imagine que Retafe est quand même moins coûteux que de Madrid Centre. Ok, on va passer à la question d'Afsa. Alors, bonjour. Donc, en fait, vous avez dit tout à l'heure que on s'engage pour 2 ans et pour la troisième année, donc on fait souvent un semestre à l'étranger. Mais du coup, le deuxième semestre, on peut le faire toujours à Madrid ou on doit revenir à Paris, ça se passe comment? Alors, Juan, tu veux oui, je vais répondre? répondre. Non, alors, à Madrid, donc par rapport au programme Dauphine Licence Madrid, vous faites que les 2 ans sur le campus de l'UC 3e. Il n'y a pas de troisième année, à la différence du campus de Londres, où là, vous avez possibilité de faire les 3 ans. À la fin de la deuxième année, quand vous réussissez, quoi qu'il arrive, vous quittez le campus de lycée 3e. Donc, la majorité retourne sur le campus de Paris, mais il y a aussi possibilité, comme l'a dit Baptiste Venet, d'aller sur le campus de Londres, par exemple. Mm. Et puis après, sur ces campus, vous avez le droit de participer à un échange en troisième année et donc de postuler pour une destination partout dans le monde, soit sur un an, c'est plutôt généralement sur un Par semestre, semestre. Mm. et généralement le second semestre de l'année de L3. Et donc, si vous avez demandé le campus de Paris, vous serez à Paris l'un des 2 semestres ou les deux. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de partir. Ça, c'est à vous de décider si vous voulez partir. C'est quelque chose qui se décide en deuxième année, hein, au mois de novembre de votre deuxième année. Vous allez candidater, postuler pour ce qu'on appelle un échange simple. Donc, c'est généralement un semestre délocalisé ou pour un double diplôme comme celui qu'on a avec la UAM dont Baptiste a parlé. Et donc, par exemple, si vous faites le double diplôme de la UAM, vous êtes inscrit administrativement à Paris, mais vous allez passer toute l'année à Madrid sur le campus de la UAM qui est au nord de Madrid, alors que l'UC 3e, c'est au sud. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive à la fin de deuxième année, votre inscription administrative sera sur un autre campus, soit Paris, soit Londres. Voilà. Ok, merci. Et j'avais une autre question pour le test officiel. Est-ce qu'il faut faire un test officiel espagnol ou juste l'attestation d'un prof suffit? Alors, généralement, nous, ce qu'on demande plutôt, c'est le test en anglais qui soit officiel, parce que généralement, les étudiants le font, parce que c'est inscrit dans leur lycée, on les fait passer et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on le demande plutôt pour l'anglais.
pour l'espagnol, si vous l'avez, c'est beaucoup plus facile pour nous de traiter votre dossier, mais après, c'est moins développé que pour les tests en anglais, donc peut-être plus compliqué d'avoir un rendez-vous pour passer l'examen, etc. Donc, nous, ce qu'on autorise aussi, c'est d'avoir une lettre de votre enseignant en espagnol qui certifie que vous avez le niveau B2 dans les 3 compétences d'un test de classique. Voilà, donc ça, on le prend aussi. Alors après, il y a certains lycées qui ne le font pas pour X raisons. Je ne comprends pas très bien, mais bon, qui ne le font pas. Donc là, si vous passez le test, c'est bien. Et si vous ne pouvez pas, nous, on va regarder. On va essayer de juger par rapport aux notes, par rapport également aux commentaires de vos enseignants d'espagnol, si vous avez le niveau. Et parfois, lorsqu'on a un petit doute, on essaye de vous faire passer un petit entretien. Je vous appelle pour voir ce qu'il en est de votre niveau d'espagnol. Parce que comme Baptiste Venet l'a dit, les cours sont en anglais et en espagnol. Donc, voilà, il faut être relativement à l'aise dans ces 2 langues pour bien suivre les cours. Voilà. Merci, Rohan. On va passer à la Merci. question de Vincent maintenant. Vincent Terlez. Pardon si j'écorche votre nom de famille, mais Vincent, Pardon, oui, j'ai eu un petit problème de micro. pas de souci, allez-y, allez-y. J'ai une petite question, puisque avec la réforme du bac, on a maintenant des épreuves anticipées de maths, même quand on est en spécialité. Donc j'imagine que vous allez regarder ces notes à présent. Rohan, Je sais pas, enfin, c'est comme pour Paris, oui, on regarde oui, tout. Je veux c'est ce dire, que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. c'est Mm. le processus de recrutement je ne sais pas si vous étiez à la Réunion de Paris, mais pour tous les autres, le processus de recrutement de Madrid, de Londres et de Paris est exactement le même. Il n'y a pas de différence, puisque comme Baptiste l'a bien précisé, le programme va être exactement le même. Donc, on cherche, on va dire, les mêmes qualités. Mais en plus, on demande ces compétences en langue pour pouvoir suivre les cours dans cet environnement international. Mais D'accord. sinon, voilà. Après, comme dit Baptiste, les mathématiques sont quelque chose d'important pour nous parce que en économie, il y a des mathématiques ou même dans d'autres matières. Voilà, mais on regarde la globalité des notes. D'accord, merci. Merci. C'est au tour d'Éric, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bonjour, c'est même Anna. C'est parce que je suis sa fille, du coup, je voulais demander D'accord, quels quels sont les débouchés après la formation, que ce soit en économie, en sciences sociales ou Alors là, je vais peut-être prendre la parole. En fait, que vous soyez à Madrid ou à Paris, l'idée, c'est que, comme on vous l'a expliqué, vous passez 2 années à Madrid, par exemple, ou 2 années à Paris, mais votre 3e année est à Paris ou à Londres. Et en fait, la L3, c'est la première étape dans l'enseignement universitaire et dans les diplômes universitaires. Ce qui va se passer après, et ce que font la quasi-totalité des étudiants, c'est aller s'inscrire en master. Alors, soit en master à Dauphine, et il y a de multiples mentions de master. On peut faire de la finance, on peut faire de l'économie, on peut faire des sciences sociales. Enfin, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de toutes les mentions qu'on propose à Dauphine. Il y en a plus de 80. Et il y a aussi évidemment la possibilité, puisque notre licence a évidemment valeur de grade, vous pouvez aussi postuler dans d'autres universités, voilà, dans des masters qui peut-être vous ne trouveriez pas à Dauphine. Voilà, donc les débouchés sont extrêmement importants. La réputation de Dauphine est extrêmement bonne. J'espère que vous en êtes convaincus. Et c'est pas parce que vous passez 2 années à Madrid que vous êtes traité comme si vous n'étiez pas étudiante à Dauphine. Vous êtes étudiante de Dauphine, mais simplement sur Madrid pendant 2 ans. Et à partir de ce moment-là, vous avez un éventail de choix extrêmement élevé.
je rajoute juste un truc parce que en fait le temps file, hein, mais sachez que en 2024, nos étudiants, à la sortie de la 5e année, mettaient en moyenne 2 semaines pour trouver un emploi. Voilà. Donc je pense que voilà, on est suffisamment, on fait un enseignement de qualité. En tout cas, vraiment, on essaye de faire ce qu'il faut pour ça. Et on est effectivement, on fait partie de la conférence des grandes écoles. On est très reconnu. Donc après, il y a une multitude de choses à faire. Et donc, je vous encourage à aller sur le site, sur la page de MSO. MSO, c'est le département qui abrite les masters, et vous verrez qu'il y a plein de mentions différentes. Voilà. C'est bon, j'ai répondu à peu près à votre D'accord. question? Oui, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des débouchés en Espagne au niveau des masters après? Alors, ce que je peux vous dire, mais peut-être que Audrey ou Ambre, etc., ou même Juan compléteront, on a un chapter, voilà, on est très en contact avec notamment la communauté française qui est à Madrid et en Espagne. Et en fait, à l'issue de vos études, quand vous serez repassé sur Paris, probablement le fait d'avoir noué des contacts pendant vos 2 premières années à Madrid, évidemment, est une possibilité très intéressante pour vous, pour pouvoir, si vous souhaitez y demeurer, bah, pourquoi pas y faire votre carrière professionnelle. D'accord, OK? merci. Oui, Et, merci. et pour, et pour ajouter un mot, pour cela, par exemple, vous avez le double diplôme qu'on a avec la UAM qui vous permet, Mm. ensuite, à la fin de la 4e année d'études, de valider votre Master 1 à Dauphine et également de valider le premier diplôme universitaire en Espagne qui dure sur 4 ans, qui s'appelle le Grado. Mais Alors là, mm. on a quelques étudiants qui font ça et puis après qui retournent en Espagne, très souvent pour travailler avec des boîtes françaises en fait. Par exemple, des banques, hein. Moi je connais quelques-uns qui ont fait ça, qui à la fin de leur Master 2 repartent en Espagne pour travailler dans des banques françaises là-bas. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il nous reste très peu de temps. Donc, je propose à Sébastien de prendre la parole pour poser sa question. Sébastien, soyez concis, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai noté 37 élèves en 2021, 2025-2026, donc en L1. Pour combien de candidats? Alors, Juan, tu peux répondre à ça, je pense. Pardon. Je pourrais pas vous répondre précisément à ça parce que je crois On qu'on est un peu plus, je veux pas dire de 2000 candidatures sur Oui, c'est ça. Oui, je le confirme, hein. voilà. Je confirme parce qu'en fait, encore une fois, on est à peu près à 17 000 candidatures sur l'ensemble des L1 de Paris-Dauphine, donc y compris donc la L1 à Paris, y compris Francfort, Madrid, Londres, etc. Et oui, on est à peu près dans ces eaux-là. Voilà. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des dossiers. Donc, je ne suis pas très comptable, on va dire, hein. Moi, je suis plutôt un financier qu'un comptable. Mais toutes ces informations-là, vous les avez en fait sur Parcoursup, Oui, tout à fait. qui vous donne le nombre de candidats, le nombre de candidats retenus, le nombre admis, et ainsi de suite. Là, vous aurez des choses beaucoup plus précises parce que nous, quand on fait la sélection, on s'attarde plutôt sur le dossier que savoir combien on en a et ainsi de suite. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire exactement combien de candidatures on a. OK. Merci. Je propose à Sergio. Ah non, c'est Frédéric Goulet d'abord. C'est dans l'ordre des questions, me semble-t-il. Oui, bonjour. Je voulais savoir parce que je suis à un lycée à l'étranger à Mexico et donc je dispose de cours en espagnol et je voulais savoir si j'avais vraiment besoin d'attester mon niveau d'espagnol, si je suis déjà dans un lycée franco-mexicain. Non, mais ça, vous le précisez dans votre lettre. Ou quand ce que disait Baptiste Venet, je ne sais pas, Ambre, comment elle l'a fait, parce que bon, elle était dans un lycée en France, mais on va que ce que disait Baptiste, on va vous demander votre niveau. D'accord? D'accord. Donc, dans votre cas où vous pouvez préciser, j'ai le niveau C1 ou C2 et je suis
dans un lycée donc en Amérique latine, enfin, je ne sais plus quel pays vous m'avez dit, Mexique. Mexico, central. Voilà, alors c'est pas Amérique latine, c'est Amérique centrale, mais voilà, et là c'est suffisant. On pourra comprendre. Par contre, si vous me dites, moi je suis de nationalité mexicaine, si vous faites vos études en France, ça ne sera pas suffisant, par exemple. Ou très souvent, les étudiants disent, moi je suis de nationalité espagnole. Moi, très souvent, je dis, ma nièce, elle est de nationalité américaine, mais elle a 3 ans et elle ne parle pas un mot d'anglais, puisque ses parents sont américains. Donc, enfin, un de ses parents sont américains. Donc voilà, il faut étayer dans ce petit document dont vous avez parlé de Baptiste, d'expliquer un tout petit peu, voilà, je suis dans un lycée international au Mexique, et ainsi de suite. Et oui, là, c'est bon, il n'y aura pas trop de soucis. Bon, D'accord. Et pardon. Oui, allez-y, mais dépêchez-vous que je puisse Oui. donner la parole aux 3 dernières questions. En ayant la spécialité anglais, est-ce qu'on a aussi besoin d'attester du niveau B2 en anglais? Anglais, c'est préférable, oui. D'accord. Voilà. Après, on essaye de faire la part des choses, mais si vous pouvez l'avoir, pour nous, ça nous facilite le traitement. Voilà, c'est surtout ça. Par exemple, je ne sais pas, Ambre, vous aviez des certificats ou c'était par rapport à vos notes ou Pour l'anglais, j'avais passé un test, donc le TOEFL, et pour l'espagnol, j'avais eu une attestation de ma professeure d'espagnol de terminale. Voilà. Plus on a des informations précises, plus c'est facile pour nous de pouvoir traiter plus simplement votre dossier. Voilà. Je vous propose de passer aux 3 dernières questions. Je suis désolé, le temps a filé, mais voilà, j'espère qu'on aura quand même répondu un peu à vos questions. Sergio, d'abord. Oui, merci. C'est une question plus pratique. Comment se déroulent les cours à Madrid? C'est avec des étudiants espagnols ou c'est un cours pour les étudiants de Dauphine spécifiques? Juan ou Ambre? Ambre, si vous Je vais voulez. commencer à parler, puis Ouais. après je laisserai Ouais, Ambre et d'accord. Audrey peut-être parler, puisque elles sont là-bas. C'est Dauphine licence Madrid. Comme disait Baptiste, nous, ce qu'on fait là-bas, c'est qu'on réplique nos cours de Paris. Donc, c'est des cours qui sont adaptés aux étudiants dauphinois. Donc, pendant ces cours-là, il n'y a pas d'autres étudiants autres que ceux de Dauphine qui sont dans ces cours. Après, vous, et puis donc Ambre et Audrey pourront compléter ça, il y a la possibilité de faire un ou 2 cours, hein, je ne sais plus très bien, avec d'autres étudiants de l'UC 3e, qu'ils soient espagnols ou étrangers. Mais en tout cas, les cours que vous a présentés Baptiste, c'est des cours réservés aux étudiants de Dauphine, de notre licence à nous. Donc, c'est pour ça qu'ils sont que 31 ou 35 31 en L1 et 35 en L2. Voilà. Donc, je ne sais pas si Ambre ou Audrey, vous voulez compléter? Oui, effectivement, il n'y a pas du tout de cours qui font partie de votre cursus en lui-même, des matières en soi qui soient avec d'autres étudiants de la UC 3e. Par contre, vous avez la possibilité, et vous devez le faire en première année, prendre une activité, quelle qu'elle soit. Ça peut être un atelier, du sport, une association, etc., qui vous permettra de valider un crédit qui vous fait partie de votre cursus, qui est obligatoire, mais dont vous pouvez choisir en fonction de vos intérêts. Et qui est compatible avec l'agenda de vos cours, bien entendu. Voilà, je crois que c'est tout ce que... Ah oui, du coup, c'était une question qui était dans le chat aussi, justement, si vous pouviez participer à des activités à l'UC 3e. Donc oui, vous pouvez participer à toutes les activités qui vous intéressent à l'UC 3e. Et vous avez dans votre inscription une carte spécifique pour ces activités qui vous donnent des prix intéressants. Voilà. Merci Audrey. Très clair, Ambre, merci. Ambre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou non, ça va? Non, Comme vous voulez. comme Audrey l'a dit, justement, on peut faire partie de clubs de sport avec des étudiants de l'UC 3e, mais sinon les cours sont vraiment avec les étudiants de Dauphine. Ok. Merci. Alors, on va prendre vraiment les 3 dernières questions parce qu'on est déjà out of time, comme on dit. Voilà. Donc, Victoire d'abord, ensuite Thomas et pour finir Fernando. Victoire. Oui, bonjour. C'était pour savoir, pour le test officiel d'anglais, concernant le TOEFL, en fait, il y en a plusieurs.
Je sais pas c'est lequel qu'il faut avoir, du coup, s'il vous plaît. Je crois que c'est Essential. Ouais, En c'est fait, ça. c'est les classiques. Hein, Oui, bah oui. c'est mis sur la page web, donc Yattles. En fait, vraiment tous les classiques. Je ne sais pas si vous allez postuler à Londres ou pas, mais voilà, une fois que vous avez une certification, vous pouvez l'utiliser soit sur le campus de Londres, soit sur le campus de Madrid, etc. Donc, c'est vraiment les Yattles, TOEFL, et puis j'en ai oublié un autre, je ne sais plus lequel, qui viennent régulièrement, quoi. Le Cambridge. Ouais, le Cambridge, voilà. D'accord, merci beaucoup. Ok, Alors, Thomas. je vais rebondir parce qu'il y a une question par rapport à L2, L3. Bon, je ne vais pas m'attarder trop. Tout dépend, en fait. Il demandait si c'était une sélection par rapport à la L2 et la L3. C'est comme à Paris, il y a une sélection pour certaines formations à effectifs très réduits, comme a expliqué Baptiste. Mais après, pour la licence de management, la licence EIF, AID en économie appliquée ou sciences sociales, là, vous avez de droit. C'est vous qui choisissez. Donc, par exemple, je ne sais pas si Ambre peut vous dire celle qu'elle va choisir. Et puis après, pour des magistères ou des choses vraiment très spécifiques, là, il y aura une sélection. Sinon, vous êtes automatiquement admis dans une des 3 plus importantes licences. Donc, on va passer aux deux. Oui, pardon. Aux 2 dernières questions parce que vraiment, on déborde. Thomas, d'abord. Thomas. Baptiste, juste, j'interviens parce que Oui. j'ai vu un commentaire dans le Oui. chat. Est-ce que vous pourriez mettre le slide des adresses mail de contact? Comme ça, peut-être que comme ça, ils peuvent noter pendant qu'on répond aux questions. D'accord, ok. Allô? Merci. Oui, Thomas, allez-y. Bonjour, c'est par rapport à la sélection des dossiers. Est-ce que vous avez des sortes de notes minimales ou une sorte de plafond attendu pour être reçu, par exemple des notes aux épreuves anticipées du baccalauréat? Je parle par rapport à l'écrit ou à l'oral, par exemple. Non, il n'y a pas de note minimale de mémoire. Il n'y a pas de note minimale. Enfin, Baptiste, je ne sais pas si tu veux compléter, mais Non, la non, réponse mais bien claire, sûr. c'est non. C'est non. Alors, il y a des petites questions, je vais sur le chat pour y répondre. Vous êtes considérés comme des étudiants de Dauphine. Hein. C'est comme si le fait que vous soyez à Madrid ne fait pas de distinction par rapport aux étudiants de Dauphine Paris et ainsi de suite. Vous avez le statut d'étudiant français, parce qu'il parlait par rapport à une école de commerce et ainsi de suite. Vous êtes également inscrit à l'UC 3M pour avoir accès à leur ENT, au sport et ainsi de suite. Mais que vous soyez à Paris, Madrid, Londres ou Tunis, vous êtes des étudiants dauphinois tels quels. Voilà, c'est juste pour... Pour la dernière question, et je vais repartager mon écran de façon à vous remettre les contacts comme ça a été demandé, tout à fait. Je propose à Fernando de poser la dernière question et entre-temps, moi, je vous repartage mon écran avec les adresses mail. Voilà. Allez-y. Bonjour monsieur, du coup j'ai compris qu'il y avait une différence dans la langue, mais est-ce qu'il y aurait pas d'autres différences peut-être entre l'enseignement à la Carlos III et à Dauphine Paris, peut-être sur l'approche ou quelque chose d'autre? Alors, oui, il peut y avoir quelques différences, c'est-à-dire sur certaines matières, comme parlait Baptiste, comme de la micro, de la macro, etc., qui sont des cours des bases, on essaye vraiment d'avoir un plan identique en fait. Parce que là, c'est de la base et il faut que les étudiants acquièrent les mêmes connaissances que ceux à Paris et ainsi de suite, pour que quand ils reviennent à Paris, ils ne soient pas dépaysés par rapport au concept. Après, dans d'autres matières, par exemple le droit ou la sociologie, qui forment notre licence pluridisciplinaire, là, oui, il y aura une spécificité aussi par rapport à l'Espagne, parce que nos enseignants qui interviennent à Madrid sont des enseignants qui sont titulaires la plupart dans une université espagnole, que ce soit la Carlos III, la UAM ou autre. Donc là, oui, dans les cours qu'on appelle, nous, quantitatifs, donc maths, stats, l'économie, en tout cas, sur ces premières années, là, on va énormément se rapprocher de ce qui se fait à Paris.
Ok, merci Juan. J'espère que vous avez eu le temps de noter, puisque j'ai repartagé avec vous mon écran, notamment avec l'adresse d'Anne-Sophie Courtade, qui se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Voilà, donc écoutez, on Alors, va si, arrêter là. Baptiste, Oui, ouais, si tu me oui, permets, vas-y. voilà. Après, si vous avez des questions, voilà, comme disait Baptiste, vous avez Anne-Sophie Courtade, qui est la responsable administrative des programmes délocalisés à Paris. Donc, vous avez aussi Audrey qui répond en vos mails, et quand elle ne peut pas répondre, elle nous les transfère. Voilà. Et puis après, vous avez aussi les réseaux sociaux, dont Ambre, on va dire, est légère en tant que student ambassador. Et là, il y a des petites vidéos, des choses, et vous pouvez les contacter là-dessus. Ils se feront, puisqu'il y a aussi des garçons student ambassadeurs, vous répondre sur cette vie à Madrid, surtout quand on est français. Il y a peut-être un peu d'appréhension d'aller à Madrid. Et donc, elles peuvent vous raconter comment elles vivent ça à Madrid. Donc voilà, vous pouvez avoir plusieurs styles de réponses interlocuteurs en fonction des questions que vous posez, parce que là, on n'a pas forcément le temps de le faire. Voilà, Baptiste. Ok. Je peux peut-être repartager Oui, le allez, mail vas-y de Audrey. Madrid, Oui, si vous voulez, oui, dans vas-y le chat. Audrey. Oui? Vas-y Ok, Audrey. voilà. De toute façon, cette conférence est enregistrée. Vous aurez la possibilité de la revisionner, hein, donc de revoir les slides, parce que c'est pas forcément évident de noter les choses. Donc, vous avez toujours la possibilité de la revisionner. Et effectivement, Audrey, tu peux peut-être, si tu le souhaites, partager effectivement les adresses mail. Comme l'a dit Juan, hein, Anne-Sophie Courtade dans le département et Audrey à Carlos Terciero et sont vos interlocutrices un peu privilégiées pour répondre aux différentes questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout. Je suis désolé, c'est un peu court. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour répondre à vos questions. Donc, il me reste à finir cette réunion. Je vous remercie d'y avoir participé. Je remercie évidemment Ambre, Audrey, Juan d'avoir participé à cette réunion. Et encore une fois, je vous encourage à aller la revisionner s'il y a des choses sur lesquelles voilà, nous avons été un peu trop rapides par rapport aux questions que vous aviez. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis candidatez sur Madrid et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Et merci beaucoup Ambre et Audrey, et puis Baptiste pour avoir pris son relais. Merci bien. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci.